C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, les premiers experts se sont rendus au chevet de l'éboulement du Granier en Chartreuse. Une observation aérienne pour déterminer l'ampleur du sinistre et prendre des mesures pour dissuader les curieux de s'approcher de la zone toujours dangereuse. Fabien Obléa, chercheur et spécialiste du massif du Granier, sera notre invité. L'ouverture du procès de la tentative d'enlèvement de Patrick Fiorez aux assises de la Savoie à Chambéry. Sur le banc des accusés, un ancien coéquipier du footballeur. Il est soupçonné d'être le commanditaire de l'opération. Et puis, deuxième jour sans course pour la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Après le prologue annulé samedi, l'étape de ce jour a également été neutralisée en raison d'un vent violent en montagne. Céline Aubert nous dira sur place comment les mushers vivent cette journée blanche. Juste après ce journal des Alpes, Carole Gessler prendra le relais pour l'édition nationale avec deux grands titres. Hommage à la légende du rock David Bowie, décédé à 69 ans, 2 jours seulement après la sortie de son 25e album. Musicien visionnaire, artiste caméléon et inclassable, l'homme aux 1000 visages a vendu plus de 140 millions d'albums. Et puis François Hollande, bousculé par une partie de la gauche qui réclame des primaires en vue de 2017. Intellectuels et économistes ont lancé une grande tribune dans Libération. Ils estiment qu'il faut un débat pour trouver le candidat légitime. Dans les Alpes, 3 jours après l'éboulement du mont Granier, des experts ont été dépêchés sur place en Chartreuse. Ils ont survolé la zone sinistrée afin d'évaluer l'étendue des dégâts et les risques éventuels d'un suréboulement. Une expertise qui permettra de prendre les mesures nécessaires pour protéger le site des curieux. Marie Michelier, Vincent Abran. Malgré la météo chaotique, l'opération a tout de même eu lieu en début d'après-midi. Plusieurs rotations d'hélicoptères, des vols statiques à quelques mètres du mont Granier balafrés depuis le week-end dernier. Après la chute, de centaines de milliers de mètres cubes de roches dans la nuit de vendredi à samedi. À bord de l'appareil, des géologues du service de restauration des terrains de montagne. Leur mission, une analyse visuelle minutieuse pour tenter de s'assurer de la stabilité de la montagne. Hier déjà, une première reconnaissance aérienne a eu lieu, emmenant des pompiers et le maire d'Entremont-le-Vieux. Car ce qui inquiète aujourd'hui dans la commune, c'est la présence de ce gros bloc resté en suspens. On s'aperçoit que c'est une tranche complète qui est partie. Et une partie de cette tranche, correspondant à ce surplomb-là, est restée accrochée pour l'instant, mais avec des failles de chaque côté. Et on ne peut pas dire à quel moment ce bloc se détachera. Le premier bilan de cette expertise, présenté en fin de journée en préfecture de Savoie, montre la possibilité d'un risque résiduel de petites chutes de pierres. Par arrêté municipal, l'accès autour de l'éboulement sur la commune d'Entremont-le-Vieux sera proscrit. Côté Isère, celui au chemin de randonnée est pour l'heure interdit. De nouvelles reconnaissances aériennes devraient avoir lieu au printemps prochain. Voilà, après la réunion, il a donc été dit que des risques faibles de petites chutes seulement étaient encore possibles. Et du coup, par arrêté municipal, il a été proscrit d'accéder au plus près de ce site dangereux. Et c'est un spécialiste de ce massif du Granier qui répond à nos questions ce soir en direct de notre bureau de Chambéry. Bonsoir Fabien Obléa. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignant-chercheur au CNRS, vous exercez à l'Université de Savoie, vous avez écrit et donné des conférences sur ce massif du Granier. Selon vous, quelles peuvent être les causes de ce type d'éboulement ou d'effondrement soudain ? Alors, les causes de l'éboulement de samedi dernier sont à rechercher avant tout dans les conditions météorologiques de ces derniers jours. Il n'a échappé à personne qu'il a beaucoup plu de façon continue. Et cette montagne du Granier, qui est un massif calcaire très fracturé, lité, eh bien, l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur et saper de l'intérieur la stabilité de la paroi. Le massif est assez coutumier du fait. Simplement, là, on a eu affaire à un écroulement qui est placé de façon très spectaculaire et avec un volume effectivement conséquent. Un volume de combien à peu près ? Alors, les premières estimations, c'est une plaque d'environ 180 mètres de haut sur 85 mètres de large. Ça veut dire à peu près 170 000 mètres cubes. On va faire des mesures plus précises dès que la météo le permettra pour évaluer le volume précis. Alors, le Granier n'est pas le seul massif de ce type, massif calcaire de ce type, je dirais même dans les Alpes. Alors, pourquoi lui et pas les autres ?
En fait, c'est une montagne emblématique. Le Granier est très connu des Chambériens, donc dès qu'il s'y passe quelque chose, surtout au-dessus du col, du village d'Entremont-le-Vieux, voilà, ça se sait. Mais régulièrement, dans ces périodes de fortes pluies, il y a des chutes de blocs, il y a des chutes de pans de rochers, parfois dans des endroits qui sont placés de manière plus retirée et donc moins spectaculaire. On en parle moins. Le Granier, forcément, ça fait du bruit. Alors cet éboulement réveille aussi l'histoire. Il rappelle inévitablement le tragique effondrement de la face nord du même mont Granier en 1248. De mémoire d'homme, c'est le plus grand éboulement qu'aient jamais connu les Alpes. 5 paroisses avaient été complètement détruites à l'époque, faisant plus d'1 millier de victimes. Jean-Christophe Pain. Nous sommes le 24 novembre 1248. En France, le roi Saint-Louis vient de partir pour la croisade. Mais ici, c'est Amédée, comte de Savoie, qui fait la loi. Ce soir, sous le Granier, à Mian, à Premont-Chapareillan, tout le monde dort. Demain, dès l'aube, il faudra travailler la terre, d'autant plus qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Soudain, au milieu de la nuit, tout un pan de la falaise s'écroule, provoquant un gigantesque glissement de terrain. Au matin, on dénombre plus d'1 millier de morts. Regardez, la montagne, elle est là, juste en face. Lorsque la falaise s'est effondrée sur elle-même, elle a déclenché ce gigantesque glissement de terrain qui s'est répandu sur des kilomètres carrés et qui est arrivé jusqu'à cet endroit, c'est-à-dire là où passe l'actuelle autoroute Chambéry-Turin. Alors, la tradition populaire, la légende raconte qu'un seul lieu a été peut-être miraculeusement épargné. C'est ici même, la chapelle de Millan, qui depuis est devenue un sanctuaire. Il y a 768 ans, se produisait ici le plus terrible éboulement jamais vécu dans les Alpes. 500 millions de mètres cubes de boue et de roches, l'équivalent de 15 000 silos géants. Miracle de l'histoire, sur ces éboulis va naître un fameux vignoble justement nommé les Abîmes. 1248-2016. Fabien Obléa, ces éboulements sont-ils comparables ? Absolument pas. En termes de taille, ils ne sont pas comparables. C'est l'écroulement et glissement de terrain aussi de 1248, c'est 3000 fois ce qui est tombé samedi dernier. Donc c'est vraiment une échelle complètement différente. Là, ça fait partie des écroulements que l'on a déjà d'ailleurs enregistrés. En 1953, par exemple, il y a eu dans la face nord un écroulement aussi important que celui de samedi dernier. Donc c'est des choses qui arrivent dans ces parois instables régulièrement. Voilà, il faut faire avec, notamment en période de forte pluviosité. On a pu évoquer le cas d'un séisme, on a entendu parler qui aurait déclenché cela, et on a ressenti une petite secousse du côté de la Combe de Savoie. Donc il faut démentir cette information, ce n'est pas un séisme qui a provoqué cet écroulement, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'écroulement a ébranlé le sol et l'acuité actuellement de nos appareils de mesure permet d'enregistrer les ébranlements liés à des écroulements. Donc en fait, c'est ça qui a été enregistré par les sismographes et qui a pu être ensuite confondu avec un séisme déclencheur. Et l'effondrement du pilier nord-ouest d'il y a 3 jours peut-il fragiliser la face nord partie il y a 800 ans pardon. A priori, tel qu'on observe la cicatrice, non, ça n'est pas vraiment le cas. Mais cette face nord, elle est de toute façon fragile. Et effectivement, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on a placé, grâce au réseau de galeries spéléologiques qui existent dans le Granier, on a pu placer des fissuromètres, c'est-à-dire des appareils qui permettent de mesurer l'évolution de l'écartement des fractures de décompression qu'il y a à l'intérieur de cette montagne. Il y a un appel au vide formidable et donc depuis 20 ans ça n'a pas bougé, mais on surveille cela du côté de la face nord et du côté de la face est. Merci à vous Fabien Obléa, merci d'avoir répondu à nos questions. Justice, ouverture aujourd'hui du procès de l'enlèvement manqué de Fabrice Fiorez. C'est aux assises de la Savoie. En septembre 2012, cet ancien joueur de football était violemment agressé alors qu'il rentrait chez lui à Salins-les-Thermes en Savoie. Une agression qui aurait été commanditée par un autre footballeur, Ghislain Anselmini. Il risque une peine de 20 ans de prison. Claudine Longhi-Bernard, Frédéric Pasquette. Sur le banc des accusés, visage fermé et regard dans le vague, Ghislain Anselmini est présenté comme le commanditaire de l'opération. À ses côtés, Riyad Asnag et Radouane El Mariouch sont accusés de complicité. 2 autres Lyonnais détenus, Mohamed Gousseri et Mohamed Sali, sont accusés d'agression et d'enlèvement. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs.
Constitués partie civile, Fabrice et Aurélie Fiorez ne sont pas venus écouter le rappel des faits. 2 heures pendant lesquelles la présidente de la Cour a détaillé cette journée du 28 septembre 2012 où les époux Fiorez ont été agressés chez eux et Fabrice Fiorez enlevé par 3 hommes cagoulés et armés venus lui voler 500 000 €, le fruit d'une opération immobilière. Pour l'avocat de l'ancien footballeur, les choses sont claires. C'est surtout l'histoire d'une trahison. C'est quelqu'un qui s'appelle Anselmini qui a trahi l'amitié que des gens pouvaient avoir à son égard. Et lorsque l'on commandite un vol, que l'on sait qu'il s'agit d'un homejacking, c'est-à-dire qu'il y aura une arme, au moins une arme, eh bien on doit être sanctionné. Ex-footballeur professionnel également et ancien coéquipier de Fabrice Fiorez, Ghislain Anselmini comparaît libre sous contrôle judiciaire. Avec son avocat, il s'agit au contraire de clarifier ce dont il est accusé. Il tient à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui il se présente devant la cour d'assises en tant qu'accusé. Il a bien évidemment une volonté de rectifier par rapport à l'acte d'accusation qui est aujourd'hui entrepris. Nous, on reconnaît une complicité de vol, d'un cambriolage, pas de vol à main armée, parce qu'on n'a jamais été, mon client n'a jamais été au courant de la présence d'armes ou de la présence de choses violentes. Après ce rappel des faits, l'audience va continuer avec l'étude des personnalités des différents protagonistes de l'affaire. Ghislain Anselmini devrait être ensuite entendu à la barre mercredi matin, les époux Fiorez jeudi après-midi. La Cour d'appel de Grenoble a condamné EDF à 20 000 € d'amende. L'entreprise a été reconnue coupable de n'avoir pas respecté une mise en demeure de l'autorité de sûreté nucléaire sur le site de Superphénix à Crémalville, en Isère. Développement du tourisme d'affaires pour les uns, atteinte à la loi littorale au gaspillage ou gaspillage d'argent public pour les autres. Le projet de centre des congrès à Annecy, né il y a 6 ans, ne fait pas l'unanimité. Mais depuis aujourd'hui, tous les protagonistes sont invités à s'exprimer dans le cadre d'une enquête publique qui doit durer 6 semaines. Plus de 500 pages pour un dossier aussi lourd que polémique. Le projet de centre des congrès d'Annecy est mis à disposition dans le cadre d'une enquête publique. Pour ou contre, tous les citoyens sont invités à exprimer leur avis. J'ai consulté la maquette, cela me paraît très, très positif, à condition qu'il garde le passage au bord du lac. Le projet, un bâtiment de 10 000 m² sur la presqu'île d'Albigny pour accueillir congrès, séminaires et salons d'exposition. Son coût, 54 millions d'euros. Objectif, faire d'Annecy une destination du tourisme d'affaires. On n'est pas là pour se substituer à Lyon ou à Genève, mais pour trouver notre place et conforter l'activité touristique, l'activité de restauration, l'activité de service qui génère plus de 1500, entre 1500 et 2000 emplois aujourd'hui. Et ça, on en a besoin. Un argument qui ne convainc pas les opposants au projet. Après 6 ans de mobilisation, plusieurs recours en justice, ils entendent profiter de l'enquête publique pour faire valoir leurs arguments. La population sait que ce projet va à l'encontre de la loi littorale, que le coût de construction est pharaonique par rapport aux capacités de l'agglomération, qu'en termes de fonctionnement, c'est un peu la pagaille et qu'on ne sait pas tellement qu'est-ce qui va se passer et que ça risque de peser sur les impôts des citoyens. Donc je souhaite que les gens puissent montrer que ce projet n'est pas d'utilité publique parce qu'il ne répond pas aux attentes du public. L'enquête publique se déroule jusqu'au 24 février, une étape dans un processus administratif qui s'annonce long. L'ouverture est prévue à l'automne 2019. Un restaurant de 1500 m² réduit en cendres hier soir à Ville-Lagrand, en Haute-Savoie. Aucune victime, mais 23 salariés mis au chômage technique. Les précisions et les photos de ce sinistre sur notre site France 3 Alpes. Le stade des Alpes victime des pigeons et des corneilles. Ces 2 espèces de volatiles causent d'innombrables dégâts dans l'enceinte sportive de ce stade de Grenoble. Et pour en venir à bout, la ville a fait appel à de redoutables prédateurs. Jean-Christophe Pain, Cédric Picot. Il est où César? César, il est là. Oui, la chasse est ouverte. Et le chasseur, c'est lui. Une muse de Harris. Un rapace américain. En fait, ils sont 2. César et Maya. Leur cible, les pigeons du stade. Comme vous pouvez le voir, là, on a des fientes de pigeons, on en est rempli et ça nous salit tous les jours les escaliers, les mains courantes, donc on a de gros soucis avec les pigeons.
Et s'il n'y avait que les pigeons. Mais les corneilles aussi s'y mettent. Elles préfèrent les joints. Les joints de la verrière du stade. Refait à neuf dernièrement, c'est ballot. Là, ils nous piquent les nouveaux joints, ce qui fait qu'on a des infiltrations et de l'eau qui tombe sur les sièges des spectateurs. Les corneilles viennent prendre dans les joints l'eau et les petits insectes qu'il y a. C'est ce qui détériore les joints. Les corneilles sont très intelligentes. Depuis longtemps déjà, les guetteuses ont signalé César et Maya. Leurs maîtres, Tahar et Stevens, sont membres de l'association chambérienne Harris 73. Depuis l'an dernier, ils viennent ici bénévolement effaroucher pigeons et corneilles à la demande du Stade des Alpes. Ouais, bébé. Est-ce que ça marche, Tahar, quand même, au bout du compte? Oui, ou pas? Ouais, forcément. Mais après, il y a des jardiniers qui sont là, qui me disent que quand je suis là, il y en a plus. Et quand je pars, ils en renvoient. Donc c'est peut-être moi qui devrais rester ici. Peut-être, je ne sais pas, je me pose la question. Tahar, Stevens, Maya et César ont encore bien du travail. Au parc Mistral, écureuils, pigeons et corneilles trouvent toujours un gentil promeneur pour leur donner à manger. Les difficultés s'accumulent pour la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Après l'annulation du prologue dimanche dernier et une étape écourtée hier, c'est une tempête et la menace d'un orage qui ont contraint les organisateurs à annuler l'étape du jour. Face à cette météo capricieuse, ils doivent sans cesse rectifier le tir en modifiant le parcours. 10 heures ce matin, le briefing des mushers. L'étape de Samoin 1600 est annulée. Il faut dire que sur les crêtes se prépare un orage de neige et des rafales à plus de 160 km/h. Il y a aussi un risque de foudre. Dans le ciel, des nuages noirs se forment, chargés en électricité. En 12 ans, c'est la deuxième fois seulement qu'Henri Cam, le patron de la Grande Odyssée, est amené à prendre une telle décision. Ça restera un très bon souvenir parce que je pense que c'est la première fois qu'à l'issue d'un briefing musher, les mushers applaudissent. Ça m'est jamais arrivé. Quelles que soient les choses qui aient été dites, j'avais jamais vu les mushers qui à la fin disent bravo. La plupart du temps, on avait de la visibilité, mais à un moment, quand on est revenu, on était... Quand les motoneiges étaient séparés de 10 mètres, on ne se voyait plus. Composé avec les contraintes météo, le manque de neige, le vent, la foudre. Organiser la Grande Odyssée, c'est un vrai challenge. Avant d'être annulé, le pire scénario, le tracé de l'étape de Samoin a été modifié à 4 reprises. La veille au carreau, le parcours a été maintenu, mais il a fallu le réduire de plusieurs kilomètres. Donc là, on vient de réadapter, à 2 heures du départ, on vient de réadapter l'étape. Et donc dans 1 heure, les mushers vont partir en toute sécurité. La montée juste en haut, c'est tout fait. La Grande Odyssée, c'est une course de presque 1000 km, 20 000 mètres de dénivelé en moyenne. Particulièrement technique, elle est peut-être la plus difficile au monde. Pour la sécuriser, les équipes doivent s'adapter aux contraintes au jour le jour. Et pour cela, la présence sur le terrain est constante, en étroite collaboration avec les pisteurs des stations. Donc moi je pense que si on les fait descendre par la gauche, il y a plus de neige et on va les faire monter par la partie. Donc on faudrait qu'on inverse. La piste elle est dessinée au cours de l'année, en accord avec les différentes stations et le directeur des opérations de la Grande Odyssée. Et puis nous on arrive le jour J, même plutôt 2-3 jours avant sur chaque étape, et on vérifie avec les gens des stations qui nous disent là ça passe plus, parfois parce qu'il y a trop de neige, parfois parce qu'il n'y en a pas assez, et puis parfois c'est parfait et on fait l'étape telle quelle. Après la pluie, le vent et les orages électromagnétiques, la Grande Odyssée va devoir faire face à une nouvelle difficulté. La neige arrive à gros flocons et avec elle, les risques d'avalanche. Mais il en faudra plus pour décourager les mushers et les chiens. Voilà, reportage Céline Aubert-Aigré et Grégory Lespinasse. Et vous êtes sur place, Céline, à Châtillon-sur-Cluse, où les mushers vont passer la nuit. Oui, Daniel, le Châtillon-sur-Cluse, c'est le camp de base des mushers où ils dorment ce soir avec leur équipe, leur handler et bien sûr leur attelage. Sur ce parking, près de 400 chiens, des Alaskan Husky, des Husky de Sibérie. C'est aussi dans cet endroit qu'on a vu les mushers farter leurs traîneaux. On a même vu des vétérinaires soigner des chiens et pratiquer des radiologies. Enfin, c'est l'endroit où ils se sont reposés toute la journée, car il faut dire que c'était un peu comme une journée pour rien, une journée à blanc, après l'annulation de l'étape ce matin. J'ai à mes côtés Jean-Philippe Antier. C'est le musher qui a remporté la Grande Odyssée en 2014. Bonsoir Jean-Philippe. Alors un mot d'abord sur cette annulation. Vous avez applaudi, vous étiez content de cette annulation. C'est quoi votre état d'esprit ? Bonsoir. Écoutez, je pense que la direction de course a pris une sage décision, sachant qu'il y avait des vents à plus de 150 km/h sur les cimes, à savoir que les pistes ne sont pas très larges, donc ils ont
préféré annuler cette course. Je pense que c'est mieux pour nos chiens au lieu de les mettre dans des situations qui auraient pu être plus difficiles. Au moins que tout le monde est préservé, que ce soit nos chiens et les mushers. Alors un mot aussi sur la suite, on annonce beaucoup de neige, le grand froid, ça vous inquiète ou c'est votre élément ? Moi, c'est plutôt mon élément. Venant de Norvège, je suis parti, il faisait moins 30, on arrive sur des températures, on va dire, très positives, quasiment 7 degrés. Donc pour le moment, mes chiens n'ont pas encore trouvé l'élément voulu, donc on va, en espérant que ça arrive très vite, ce froid, et qu'on puisse faire une différence sur les fils des jours qui nous resteront, quoi. Est-ce que ces chiens qu'on voit ici, ils vont courir demain ? Oui, certainement oui, parce que pour le moment, on a toujours... Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis vraiment... C'est moi qui vous ai pas tendu le micro en fait. C'est pas grave. Non, ils vont bien courir demain parce qu'on a juste fait 20 km sur la première étape des carreaux. Et donc l'annulation d'aujourd'hui, et puis demain, on les remet en course jusqu'à la fin de la course, quoi. Alors, je voulais dire quand même votre classement hier, vous êtes arrivé 7e, vous allez faire mieux demain ? Mais 7e, mais c'est rien, on est tout juste à 10 minutes, c'est un mouchoir de poche, il nous reste encore 600 km de course, donc on va les faire progressivement. Allez, bonne chance pour demain. Demain, c'est l'étape de Saumon et elle a lieu à 11h. Merci Céline et à demain. On l'a appris ce matin, l'une des plus grandes stars de la pop musique s'en est allée 2 jours après la sortie de son dernier album. David Bowie est décédé à 69 ans des suites d'une longue maladie. Il s'était produit à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand en 1997, laissant le souvenir d'un spectacle hors du commun. C'est notre sujet Auvergne-Rhône-Alpes du jour. Il est signé Charline Coca et Maurice Tiuca. 1997, c'est l'événement à Clermont-Ferrand. David Bowie, l'icône pop, donne un concert à la Maison des Sports. Dans la salle, étonnamment clairsemée, Sébastien. Il se souvient de l'homme, mais surtout du showman qui savait entraîner les foules. Il suffisait qu'il rentre sur scène pour que ça y est, il occupe tout l'espace. Bon, en plus, il était très bien entouré, donc voilà. Il avait à peine besoin de jouer 3 notes pour que déjà il se passe quelque chose. Il prenait le saxo. Je me rappelle qu'il jouait du saxo baryton, là, donc un énorme saxophone, et il suffisait qu'il joue 2 notes ou 3 notes pour qu'il remplisse toute la salle, quoi. C'était incroyable. Alors à l'annonce de sa mort, les disquaires prennent les devants et passent déjà les commandes. Ici, son dernier album, Black Star, est en rupture de stock. Juste après l'ouverture de sa boutique aujourd'hui, Stéphane Pinguet a déjà eu plusieurs réservations. On m'a appelé et puis il y a une personne qui est passée à 14h parce qu'elle a juste envie d'écouter du Bowie, donc voilà. Des nostalgiques ? Pas forcément, oui, enfin nostalgique, oui, mais après il y en a qui... Bah là, la personne en question n'écoutait pas plus que ça, mais bon, ça avait juste envie de découvrir, quoi. L'homme au sans visage n'a pas fini de faire tourner les vinyles et les têtes. Si le chanteur est mort, sa musique est immortelle. Retour en Isère, où la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est en rénovation depuis 2 ans. Arcabas, l'artiste isérois mondialement connu, a été choisi pour créer 24 vitraux dans l'édifice. Ils sont fabriqués dans l'atelier Berthier-Bessac et donneront jour à 6 fenêtres qui seront posées à la fin du mois. Nathalie Rapuc, Didier Albrand. On va donc après, je nettoierai un peu plus les verres en bas pour retrouver cette continuité depuis notre dégradé. À l'aide d'un miroir, Christophe Berthier, maître verrier, et l'artiste Arcabas composent ensemble l'un des premiers vitraux qui illumineront les murs de la basilique du Sacré-Cœur. La poudre de plomb qui fixera les jeux d'ombre et de lumière est travaillée minutieusement. Petit à petit, je retire très délicatement l'excès de cette peinture. Ce travail de la grisaille va permettre d'homogénéiser en fait l'ensemble, de donner un petit peu de douceur, de poésie, de sensibilité à l'ensemble et de marquer aussi toutes les zones, de structurer l'espace. Il va juste falloir ici, il faut que je me méfie, je vais quand même donner un petit coup de séchoir. Ce que vous avez donc ici, c'est l'œuvre originale, la maquette originale créée, dessinée par Arcabas. De cette maquette, qui est à l'échelle d'environ 1/20, nous avons donc réalisé le vitrail qui est donc 20 fois plus grand puisqu'il fait environ 6,50 m de haut. Après 2 ans de travaux, la basilique dévoile une nouvelle architecture avec une capacité d'accueil plus importante. D'ici 2017, 24 vitraux de 13 mètres carrés remplaceront ces plexiglas. Des couleurs ont été spécialement fabriquées. 1500 nuances de vert soufflées à la bouche. Un projet unique en France. C'est vraiment un très gros chantier. Et vous voyez ici un seul vitrail sur 6,50 m de hauteur et 2 mètres de largeur. C'est absolument énorme.
Depuis septembre dernier, dans cet atelier, 9 personnes concrétisent l'œuvre d'Arcabas. C'est amusant parce que c'est un mélange d'abstrait et de quelques petites figures bien timides, comme des feuillages, etc. J'ai décidé d'appeler ça la création. Arcabas travaille sur cette commande de l'évêché depuis plusieurs années. Il pourra voir les 6 premières fenêtres posées d'ici fin janvier. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans ce journal des Alpes, l'éboulement du mont Granier sous haute surveillance. Des experts ont survolé le site aujourd'hui, site qui reste dangereux, des risques de chute sont encore possibles. La préfecture a pris un arrêté préfectoral donc pour interdire de s'en approcher. Dossier complet sur notre site internet France 3 Alpes. À suivre, l'édition nationale présentée par Carole Gelsler. N'oubliez pas le Soir 3 et son supplément régional autour de 23h. Demain midi.